Retour en direct sur le plateau de Village-Semence, dans une région française, dans le Grand Est, très exactement à Reims, dans la brasserie artisanale La Bouquine. On va continuer à parler de semences, d'orge, de plein de belles choses. On va faire une petite parenthèse gastronomique de quelques minutes. Vous connaissez tous les mariages, les bons mariages entre les bons vins et les bons fromages. Et bien, sur le plateau, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brice Debray, fromager. Bonjour. On va parler des mariages entre les bières, les bonnes bières et les fromages. Les fromages, oui, parce que c'est possible. Il y a des assemblages, des mariages intéressants. Brice, qu'est-ce que vous nous proposez comme association entre des fromages et des bières? On n'y pense pas forcément, finalement. On est plus sur le vin, mais la bière va très bien avec quelques fromages. On a sélectionné quelques bières et de fromages avec Mathieu. D'accord. Juste avant, dites-nous quel type de fromage on a et après on passe aux bières. Vous nous faites un petit panorama rapide des fromages que l'on a devant nous, comme ça, ça donne un petit aperçu. On a un Saint-Nectaire fermier, pâte molle pressée non cuite. On a un Comté 18 mois, une pâte pressée cuite. La mimolette extra vieille, 22 mois d'affinage. 22 mois d'affinage, ouais. Je connaissais la 18 mais pas la 22. Voilà, c'est entre 18 et 24, celle-là, elle a 22 mois. On a de la bouillette. On est en direct, on a un téléphone, si quelqu'un peut le prendre, c'est pas mal. On continue avec les fromages. On a de la bouillette. Bouillette, c'est un fromage de chèvre frais, au thym au romarin, qui vient du Tarn. Et le langre, un fromage croûte lavée qui vient de la Champagne-Ardenne. Voilà, fromage local, c'est toujours intéressant de découvrir cette variété, cette richesse. La mimolette aussi qui vient de Lille. Souvent les gens pensent que ça vient d'Hollande, mais en fait c'est... Lille, on y sera demain, on va être dans le coin. Demain, on va être un petit peu plus haut, on va être à Arras, très exactement. Ouais, voilà pour les fromages, la présentation des fromages. Maintenant les bières et les mariages, voilà les associations que vous proposez, parce que il y a de bons mariages, de bon goût, qui peuvent se combiner. Alors pour le Saint-Nectaire fermier, on a sélectionné une bière triple houblonnée avec un petit goût de houblon qui s'accorde très bien avec le côté fermier du Saint-Nectaire, la terre. Pour le fromage de Langres, coup de frotté Champagne-Ardenne, on a choisi juste une petite bière ambrée avec un petit goût caramélisé. Ça s'accorde très très bien avec, c'est très bon. Un petit goût caramélisé. Oui, sur l'ambrée. Pour la bouillette, au thym et au romarin, on a pris une bière aux épices. Épices, c'est... Romarin et épices qui se combinent. Oui, elle est épicée, c'est très bon. Ça va très très bien avec, on a goûté. C'est des bons mariages, on n'est pas obligé, le vin, c'est pas systématique. Là, on a pris une Black in Black de la Porter pour la mimolette vieille. Oui. C'est assez puissant, mais la mimolette vieille, extra vieille même. Oui, qui justement a une bonne présence en bouche, qui existe bien. Hein. Oui. Comme ça ne dénature pas le fromage, on dénature pas la bière, tout s'accorde. Et pour terminer, on a pris pour le Comté 18 mois qui est très fruité, on a pris une bière qui s'appelle le Diamant Rose. Et c'est une bière à la framboise, mais qui n'est pas sucrée. Juste fruitée, mais sans sucre ajouté. Intéressant de voir que finalement, il y a un grand choix là aussi dans les bières qui peuvent se combiner avec des fromages. C'est quelque chose que vous préconisez comme ça aux consommateurs qui viennent acheter du fromage dans votre fromagerie? Oui, les gens sont surpris en fait. Ils s'attendent tout le temps à du vin rouge, alors que le vin rouge, c'est vraiment... En fait, c'est juste... C'est bien quand même. Oui, c'est très bien, mais on ne peut pas mettre par exemple du Bordeaux avec du camembert, ça ne se fait pas. Ça ressort les mauvais côtés du lait, l'acidité du fromage et les tanins du vin. Tandis qu'avec les bières, tout s'aligne, ça reste... C'est très facile. Le vin blanc va plutôt que le vin rouge, mais les bières, les gens ne sont pas habitués. Quand on leur propose, ils sont un peu surpris, mais une fois que c'est goûté, quand ils goûtent, ils adoptent. Bon, merci en tout cas, Brice Debray. Je rappelle que vous êtes fromager à Reims. Merci pour cette suggestion, ces bonnes idées. Et puis, ce plateau, on ne va pas l'abandonner. Je pense que l'ensemble des participants qui sont là, ici, à la Bouquine aujourd'hui, avec moi, je dois le reconnaître, on va peut-être lui faire un sort en fin de matinée, à l'heure de l'apéro. Je pense que ça peut être vachement intéressant. J'ai vu des gens tourner autour. Merci beaucoup, Brice Debray, de nous avoir apporté quelques bonnes idées délicieuses. On va passer à un autre sujet, toujours autour de la bière, autour des végétaux, car évidemment, la bière, c'est d'abord une histoire de végétal. On le disait en préliminaire dans cette émission. J'ai 3 invités qui m'ont rejoint, vous les avez peut-être aperçus. Tout d'abord, Stéphane Laurier, bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes directeur général de KWS Group. J'ai envie de dire créateur de semences peut-être quelque part, c'est ça? Tout à fait, sélectionneur. Voilà, sélectionneur. On va parler de la sélection, de l'importance de la bonne sélection. En face de vous, à ma droite, Gilles Lachambre, bonjour. Bonjour. Directeur d'Eurosem. D'Eurosem, oui. En deux mots, Eurosem, qu'est-ce que c'est? Eurosem, semencier. Donc on va diffuser le progrès génétique créé par les obtenteurs. Voilà, et en bout de chaîne, mais c'est pas péjoratif, Bastien Lombard, jeune agriculteur multiplicateur, c'est ça? Oui, exactement. Votre job derrière, c'est quoi? C'est de multiplier les semences? Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de planter la graine et de récolter, du coup, derrière les graines pour les redistribuer aux agriculteurs derrière. Qui vont faire pousser. Qui vont faire pousser pour avoir de l'orge derrière qui va finir en brasserie. D'accord. Alors, je le disais, donc la bière, c'est d'abord une histoire de végétal. Stéphane Laurier, le métier d'obtenteur, créateur de variétés, qu'est-ce qui se cache derrière cette terminologie qui est peut-être un peu confuse, qui n'est pas forcément claire pour tout le monde? C'est pas forcément clair pour tout le monde. Notre objectif premier, en fait, est de créer donc des nouvelles variétés avec des choix de parents bien adaptés et bien entendu avec l'évolution que ce soit en fait au niveau des évolutions du climat, au niveau des évolutions de consommation, au niveau des attentes sociétales aussi. Notre cœur de métier est donc de prendre toutes ces attentes-là, toutes ces nouvelles caractéristiques que l'on demande pour nous transmettre au travers l'ensemble de la filière toutes les caractéristiques nécessaires à répondre à ces nouvelles attentes et ces nouvelles difficultés, je pourrais dire, que l'on rencontre chaque jour. Alors, il y en a un certain nombre de ces difficultés, ces attentes, ces besoins. Et vous allez nous décrypter un petit peu ça. Alors, il y a les contraintes climatiques, on le sait bien. Aujourd'hui, toutes les régions de France et de Navarre sont concernées par les transformations climatiques. La nécessité de mettre moins d'intrants, moins de produits phytosanitaires, d'avoir une moindre consommation d'eau aussi pour ces végétaux. Vous allez prendre ces éléments-là et essayer ensuite quoi? De trouver les bonnes variétés, de les croiser entre elles pour avoir de nouvelles variétés qui répondent à ces besoins, à ces attentes, c'est ça? Tout à fait. Notre métier, en fait, consiste à bien comprendre les attentes et les difficultés tout d'abord des agriculteurs. Vous avez parlé de réchauffement climatique, ça engendre donc aussi l'apparition de pressions parasitaires nouvelles, que ce soit au niveau des maladies cryptogamiques, mais aussi des insectes. Donc notre métier est de bien comprendre les attentes et les difficultés, bien entendu, et d'aller chercher des tolérances ou des résistances dans des plantes dites sauvages, pour pouvoir, par rétrocroisement, de manière tout à fait naturelle, d'introduire ces nouveaux gènes d'intérêt, ces nouvelles caractéristiques qui vont permettre justement de répondre aux demandes des agriculteurs, mais aussi de temps en temps de répondre aussi aux attentes des industriels. On parle d'eau, de consommation d'eau. Bien entendu, c'est d'être capable de développer des variétés moins gourmandes en eau, mais aussi avec des caractéristiques qualitatives qui vont permettre au cours des process, comme au cours du maltage, d'essayer de réduire la consommation d'eau en réduisant les périodes du process et ainsi de limiter la consommation à la fois d'eau, mais aussi quelquefois d'énergie. C'est aller finalement trouver dans chaque variété quels sont les meilleurs gènes qui soient pour les croiser entre eux. C'est ça. J'ai envie de dire, c'est de la manipulation génétique depuis toujours, en fait. C'est du croisement qui aboutit à de l'évolution génétique, quelque part. Tout à fait. On peut même parler d'amélioration des plantes, en fait. Quelque part, notre métier est d'aller chercher les caractéristiques dans différents parents et qui nous permettent ensuite, au cours des croisements, de trouver l'ensemble des gènes d'intérêt qui vont permettre de répondre à toutes ces attentes. Une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Ça a commencé quand, finalement, dans l'histoire de l'humanité, le début de la sélection des croisements? Parce que ça a bien commencé à un moment donné. Je pense qu'au départ, les croisements sont déjà tout à fait naturels. Et la sélection variétale a commencé il y a plusieurs siècles déjà pour améliorer petit à petit l'ensemble des productions végétales pour répondre d'un point de vue, on va dire, nutritif, mais aussi environnemental par rapport à l'évolution de notre Terre. Gilles Lachambre, directeur, je le disais, d'Eurosem, vous êtes l'étape après, celle qu'on évoquait avec Stéphane Laurier, c'est ça? Tout à fait. Donc nous, on va avoir le rôle de multiplier les semences, les variétés créées
par Stéphane. Ici, on a une petite quantité voilà. qui a démarré. Hop, il vous file ces quelques semences. Voilà, donc nous, notre rôle va être d'avoir avec nos agriculteurs multiplicateurs le rôle de diffuser, pour reproduire les quelques graines de semences, ce qu'on appelle des semences de base. Donc en faire, je dirais, des quantités beaucoup plus importantes de semences certifiées qui pourront être semées par les agriculteurs. Finalement, ça va servir pour les agriculteurs qui vont semer, par exemple, de l'orge, une nouvelle variété d'orge qui répond à de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, notamment pour les brasseurs, comme le cas de Mathieu ici. Tout à fait. Bastien Lombard, vous travaillez là pour le coup en partenariat avec Gilles parce que vous êtes celui qui, l'agriculteur multiplicateur qui là, va travailler avec vous pour multiplier. Voilà, exactement. Donc en fait, on travaille ensemble. Moi, je récupère la semence et justement, je la multiplie. Donc je vais semer et derrière récupérer la récolte. J'ai envie de dire qu'a priori comme ça, c'est hyper simple. Et vous me disiez, c'est-à-dire vous semez, voilà, vous plantez, vous semez, ça pousse, et puis vous récoltez derrière les semences et puis l'affaire est faite. Vous me disiez en préparant cette émission que c'est quand même un travail très particulier parce qu'il faut que, je crois, que la semence soit très propre, qu'il n'y ait pas d'autres semences qui soient dedans, etc. Racontez-nous un petit peu ça. Exactement. En fait, déjà, oui, donc il y a le fait de semer et de récolter derrière. Donc ça, c'est ce qu'on parle en plus gros. Mais comme tout agriculteur, il faut qu'on prenne bien soin de nos plantes, bien soin de nos cultures. Donc on va avoir des rotations, on va avoir tout ça qui va se mettre en place. Et ça, c'est le travail de tout agriculteur, peu importe qu'on soit multiplicateur ou pas. Et derrière, nous, en tant que multiplicateurs, on a la tâche de devoir avoir une pureté variétale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer de variété, on va nettoyer le semoir. On va, faudra faire très attention sur nos sipans, par exemple, donc les cultures intermédiaires qu'on met entre deux cultures pour éviter que l'azote ne s'en aille dans le sol. On peut mettre des céréales en culture intermédiaire, mais nous, on ne le fait pas puisque justement, si on met une orge juste derrière, on risque d'avoir un mélange de semences. Et donc, on n'aura pas la pureté variétale. Oui, parce qu'effectivement, si vous voulez produire en grande quantité et vendre ensuite ces semences pour qu'elles soient plantées, il faut qu'il y ait, par exemple, qu'une variété d'orge bien donnée et pas, je ne sais pas, du blé, du colza ou Dieu sait quoi qui se promène dedans, c'est ça? Tout à fait. Nous, on va récupérer donc, la production des agriculteurs multiplicateurs qu'on passera dans nos usines pour en faire la semence. Une usine, c'est-à-dire, c'est quoi l'usine? Une station de semences. D'accord. On va travailler la production qui va être récoltée, donc on va la trier, nettoyer, la protéger. On fait comment? Il y a quelqu'un avec une pince à épiler qui va les retirer la semence? Des gros outils, je vous invite à venir visiter avec plaisir. En deux mots, c'est quoi? Il y a des machines à trier? C'est des grilles, on va jusqu'à des trieurs optiques, donc qui vont être capables d'enlever par rapport à la couleur de ce qu'il peut y avoir dans l'orge, enlever des impuretés. D'accord, donc l'électronique de précision, là aussi, vient dans ces univers-là. Je crois que l'objectif, c'est d'avoir, vous me disiez, une pureté variétale de plus de 95%, c'est-à-dire que sur 100 graines, c'est même plus. On est à 997 pour 1000 de la variété semée. Et on peut encore améliorer ça, à votre avis? Là, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, oui. Et donc, ce contrôle-là se fait également au champ. C'est puisqu'on va contrôler régulièrement les productions chez les agriculteurs multiplicateurs pour vérifier la pureté variétale, pour pouvoir après produire une semence pure. On a vu avec Mathieu, on a vu avec Brice le fromager qu'il y a différents types de bières, bien évidemment, ça tout le monde le sait, avec des arômes, des parfums, etc. Il y a aussi, dans le travail que vous faites tous ici, aussi la nécessité de répondre aux besoins, aux attentes des consommateurs. Il y a des tendances. Aujourd'hui, demain, parce que j'imagine bien que ça se décline, enfin ça se décide pas comme ça au débeauté. On ne va pas dire tiens l'année prochaine automatiquement il y avoir une bière différente avec un orge différent qui a une typicité particulière. Il y a tout un process de réflexion dans la sélection. Ça prend du temps, j'imagine. Je pense qu'un pilier fort du métier de sélectionneur, c'est l'anticipation. On travaille, nous, avec un pas de temps de 7 à 10 ans pour créer une nouvelle variété, puisque nous travaillons de manière naturelle et on fait des croisements naturels, on a une génération par an, ce qui fait que pour créer une nouvelle variété, entre le croisement, le choix des bons parents
et la variété qui peut être remise dans les mains des agriculteurs pour la production, on a un pas de temps, on va dire, de 7 à 10 ans. On ne peut pas aller plus vite que la nature, tout simplement, effectivement. Le temps que le croisement se fasse, qu'on fasse pousser et qu'on regarde ce que ça donne, c'est ce que vous voulez dire, il faut du temps. Exactement, on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas forcer les choses au niveau de la sélection. On peut utiliser, par contre, quand c'est des productions de céréales de printemps, la contre-saison. On peut aller tester ces variétés-là dans l'hémisphère sud pour gagner, on va dire, 6 mois. Mais quand il s'agit des cultures d'hiver, comme est la majorité des cultures ici dans le Grand Est, nous avons besoin, encore une fois, d'un temps qui est incompressible, qui est celui de la sélection des nouvelles variétés. L'agriculteur multiplicateur que vous êtes, Bastien Lombard, justement, il sent qu'il participe aussi à toute une chaîne, finalement. Chaque maillon est important et le vôtre aussi en fait partie. Comment est-ce que vous voyez ça, justement ? Au niveau de cette chaîne, en fait, nous, c'est surtout la multiplication. C'est, comme tout à l'heure l'avait dit Lise Magnier dans son reportage, on a quand même en France l'agriculture la plus saine et durable au monde. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on est assez fiers de pouvoir prôner ça. Et donc du coup, on se sent vraiment dans cette partie où on fait aussi très attention à tout ce qu'on va produire. Aujourd'hui, on a l'histoire des taux de protéines qu'il faut qu'on respecte pour avoir une bonne bière derrière. Et ça se joue aussi sur la quantité d'azote qu'on va mettre à la plante. Il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas en mettre pas assez, il faut jouer avec le climat. Donc voilà, on a tout. Ce sont des métiers aussi très techniques, finalement, justement, où la nécessité d'être précautionneux sur la méthode, sur le travail, la diminution de ce qu'on appelle les intrants, tout ça, ce sont des métiers très techniques, finalement, que vous pratiquez. De plus en plus. C'est très technique, oui, exactement, et de plus en plus technique. Et aujourd'hui, là où c'est difficile, c'est quand on dit faut attendre et jouer avec la nature. Donc, faut prendre le temps. Et quand on veut essayer des choses, on n'essaye qu'une fois par an. Ouais. Et à chaque fois, on attend 1 an pour avoir le résultat. Donc, voilà, il y a plusieurs. C'est excitant. Gilles Lachambre, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais ajouter toute la difficulté, étant donné qu'on est tenu de respecter le cycle de végétation d'une année. Donc c'est vrai que quand on produit, nous, des semences chez les multiplicateurs, il faut qu'on ait anticipé les besoins des agriculteurs producteurs d'orge de brasserie dans 1 an. Ouais. Et qu'on ait suffisamment de semences pour semer les hectares. C'est pas toujours simple, l'épisode qu'on a vu, l'épisode qui dure, effectivement, de cette crise de la Covid-19, de tout ce que ça a comme conséquence sur notamment la diminution de la consommation de la bière, parce que ça c'est une réalité à cause de la fermeture des bars, des restaurants, évidemment, ça impacte dans la production, ça impacte le travail de tout le monde. Ça vous impacte d'une manière ou d'une autre, ou pas plus que ça, je pense que heureusement peut-être. À l'échelle de l'année, malheureusement, qu'on vient de vivre, ça ne nous impacte pas directement. Globalement, on continue notre métier de recherche, de sélection, puisqu'on sait très bien que ce qu'on est en train de faire actuellement, ce sera les besoins, comme je vous disais tout à l'heure, de 7 à 10 ans. Donc, ça ne nous a pas directement impacté. Il ne faut absolument pas qu'on baisse les bras et qu'on arrête notre recherche par rapport à cette crise sanitaire. Je terminerai. Est-ce qu'en France, on est bon en matière de création de nouvelles variétés de semences ? Je crois que j'ai entendu dire qu'on était pas mal. Je pense qu'on est plutôt très bien. Si on prend le cas des orges de brasserie, puisqu'on est... J'en vois 2 qui rigolent en face, vous ne les voyez pas, mais ici, ils ont l'air d'être contents. On est ici à la Bouquine, donc on est là pour parler d'orges de brasserie. Ouais. Je pense qu'on est certainement un des pays, voire le pays le plus, je dirais, pointu en termes de sélection variétale dans le domaine des orges de brasserie, puisqu'il faut garder en tête quand même qu'à peu près 20% des bières brassées dans le monde le sont à partir d'orges françaises. Donc on a une certaine excellence aussi, je dirais, dans la création variétale qui est capable de répondre à de nombreux cahiers des charges à la fois de malteurs et de brasseurs. Ça fait plaisir aux jeunes agriculteurs que vous êtes, Bastien Lombard, d'entendre ça. Oui, exactement. Dire qu'on fait partie des meilleurs du monde au niveau de la durabilité et de l'exigence qu'on a, c'est aussi le fruit de notre travail. Donc ça fait plaisir à entendre de temps en temps.
Merci messieurs. Je vous propose, on fait une petite parenthèse en images et puis on va passer à un autre sujet. Je vous propose, les Brasseurs de France font un certain nombre de petites vidéos assez intéressantes, didactiques, pédagogiques, j'ai envie de dire, sur la production, la fabrication de la bière. Je vous propose de regarder une petite vidéo de 2 minutes et on se retrouve juste après. La bière est composée de 4 principaux ingrédients, qui sont par ordre de volume, l'eau, le malt, le houblon et la levure. L'eau représente 90 à 95% de la bière. Sa qualité influence en partie la clarté et le goût de la bière. Les 3 brasseurs s'approvisionnent pour cela de manière locale. Il faut savoir aussi que 6 à 8 litres d'eau sont nécessaires à la production d'1 litre de bière. Cela inclut notamment le nettoyage de la microbrasserie et les pertes engendrées par évaporation lors de l'ébullition. Dans la bière, c'est principalement l'orge qui est utilisée pour apporter les sucres nécessaires à la fermentation. L'orge est une céréale que l'on utilise sous forme de malt. Le malt est une céréale germée, puis touraillée, c'est-à-dire séchée par le biais d'air chaud. Le malt obtenu peut être clair ou foncé, pâle, caramel, chocolat, torréfié, ce qui influencera la couleur, l'arôme, la texture et la tenue de mousse de la bière. D'autres céréales peuvent également être utilisées en complément du malt d'orge pour certaines bières, comme par exemple le froment, le maïs, le riz, l'avoine. Le houblon est une plante grimpante de la même famille que le chanvre. Chez les 3 brasseurs, le houblon provient de France, d'Allemagne, de République tchèque, de Grande-Bretagne, des USA et même pour certaines bières de Nouvelle-Zélande. Les fleurs femelles sont récoltées et séchées puis laissées soit en forme de cône ou mises sous forme de pellet. Il existe principalement 2 types de houblons, les houblons aromatiques et les houblons amérisants. Ces derniers peuvent apporter à la bière des arômes multiples, mais bien entendu, le houblon est surtout connu pour apporter l'amertume. Il permet enfin à la bière de se conserver et de garder une mousse onctueuse. La levure est un champignon microscopique qui permet principalement de transformer les sucres des céréales en alcool et en CO2. Cet ingrédient influence le profil de la bière. Selon le type de bière désirée, blonde, rousse, brune, blanche, il existe plusieurs types de levures. Les 3 brasseurs produisent 2 levures pour la fabrication de leur bière. La levure spéciale brasseur pour la blonde, la brune, l'ambrée et les bières spéciales, et la levure blanche pour les bières blanches. Pour certaines bières, on utilise aussi d'autres matières premières comme des épices, des arômes naturels ou d'autres céréales. Un verre de bière est donc composé de 4 ingrédients principaux: l'eau, le malt d'orge, le houblon et la levure. Par exemple, un demi de blonde dégusté chez les 3 brasseurs, c'est 23 centilitres d'eau de la région, 53 g de malt, 0,7 g de houblon, quelques cellules de levure et beaucoup de savoir-faire. Retour en direct sur le plateau de Village Chemance à Reims, dans la brasserie artisanale La Bouquine. On va parler maintenant un petit peu nutrition, alimentation. On a parlé de l'orge pour produire de la bière. L'orge, c'est aussi bon pour la santé. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une nutritionniste diététicienne, Nathalie Genet. Bonjour. Donc, vous pratiquez à Reims. Oui, c'est ça. L'orge, le céréal en tant que tel, on ne le sait pas forcément, mais c'est une céréale qui est aussi bonne pour la santé, bonne à manger.
Effectivement, l'orge est une céréale qui est complète pour le fonctionnement de l'organisme puisqu'elle contient de nombreux nutriments qu'on ne va pas retrouver forcément dans d'autres céréales, mais également de nombreuses fibres alimentaires, des solubles et insolubles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du microbiote, ces fibres alimentaires vont permettre justement d'acquérir, de produire des acides gras à courte chaîne qui, eux, vont avoir un impact direct sur le fonctionnement de l'organisme, tant au niveau du système immunitaire, qui est d'actualité en ce moment, qu'au niveau du système nerveux central, qu'au niveau de la régulation de la glycémie. Ça va tenter de diminuer aussi les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, le taux de cholestérol, l'agrégation plaquettaire. Ça va améliorer aussi au niveau des récepteurs de l'insuline, la meilleure sensibilité à l'insuline, ce qui veut dire sur du long terme des meilleurs taux de glycémie. Également au niveau des hormones intestinales, au niveau pour la régulation de l'appétit. Donc effectivement, l'orge va avoir de nombreuses vertus, de nombreuses qualités. C'est ça. Rien que déjà au niveau des fibres alimentaires qu'elles contiennent. D'autant plus qu'ensuite, on va retrouver une catégorie de prébiotiques qui sont des bêta-glucanes, qui sont dans peu de céréales. Non. Alors, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a peu de céréales qui contiennent ces bêta-glucanes. D'accord. Et qui, elles, également, vont avoir un impact favorable sur le microbiote. De la même manière, au niveau de la teneur du taux de cholestérol, puisqu'en fait, ces fibres vont emprisonner, faire style un filet de pêche au niveau intestinal pour capturer, pour éliminer le cholestérol via les matières fécales. Finalement, l'orge, comme pas mal de céréales, on l'oublie, on n'y pense pas forcément assez. C'est très bon pour la santé, c'est bien d'en manger sous différentes formes, que ce soit au petit déjeuner, que ce soit dans des plats aussi d'une manière générale. C'est toujours intéressant de manger ces céréales-là. L'orge ou d'autres grains complets sont très intéressants au petit déjeuner puisque justement ils vont contenir tous les acides aminés essentiels qui sont obligatoirement apportés par l'alimentation, dont l'orge en fait partie, mais également les vitamines du groupe B, le magnésium. Donc commencer une journée par un petit déjeuner contenant de l'orge, effectivement c'est une très bonne idée. Ça se mange au petit déjeuner, par exemple comme les flocons d'avoine ou des choses comme ça, ou les flocons d'orge également. Oui. Donc on met à tremper dans le lait comme les flocons d'avoine de la même manière. Mais également l'orge, on peut l'utiliser dans les plats chauds. Oui, ah bon ? Pour enrichir les sauces, pour leur donner plus de volume. D'accord. Donc ça peut être une manière intelligente de les utiliser sans que ça soit trop de préparation préalable, puisqu'aujourd'hui, on est comme tout le monde, on manque de temps pour les préparations culinaires. Bien sûr. Ensuite, on peut les mettre dans les soupes. On peut mettre une poignée d'orge dans la soupe et de cette façon, on l'enrichit également au niveau de sa densité nutritionnelle. On peut également utiliser la farine d'orge pour faire des pâtisseries, du pain, des muffins, des crêpes. Plein de bonnes idées finalement auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont intéressantes aussi à étudier pour utiliser davantage l'orge dans son alimentation, puisqu'on le voit, c'est plein de bonnes choses pour la santé. Oui, parce qu'elles ont vraiment une bonne valeur nutritionnelle, qui ont vraiment des études cliniques ont montré que par rapport à d'autres grains, c'était l'orge qui avait une des meilleures valeurs nutritionnelles pour prévenir des facteurs de risque, des maladies cardiovasculaires, de l'artériosclérose, etc. Donc effectivement, l'orge, si on pouvait en consommer au moins 6 fois dans la semaine, ça serait vraiment une bonne idée. Les céréales au petit déjeuner, par exemple, est-ce que dans l'absolu, c'est mieux par exemple que du pain, des biscottes, des choses comme ça ? Ça ne fait pas grossir, on a l'impression que ça remplit bien... non ? Alors c'est tout le contraire, justement. Toutes les céréales raffinées vont tenter à faire prendre du poids. Ça, c'est par des systèmes de voies métaboliques, donc c'est peut-être un peu compliqué. Raffinées, c'est-à-dire celles qu'on va trouver dans des préparations de petit déjeuner déjà un peu toutes faites, avec du sucre, ou même si on achète des farines de type 45, par exemple, le grain de blé a été raffiné. De ce fait, au niveau de la densité nutritionnelle, il n'y a pas grand-chose. D'accord, donc ça, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser le grain le plus complet possible pour justement avoir cette densité nutritionnelle. Mais elle n'aura un impact favorable sur la santé seulement et seulement si elles ne contiennent pas de produits phytosanitaires, puisque eux, dans ces cas-là, vont venir tout détruire, puisque malheureusement, les produits phytosanitaires viennent perturber le microbiote intestinal. Et si lui n'est pas optimum,
on pourrait avoir une assiette parfaite. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, un conseil simple dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Essayer de trouver des produits qui sont plutôt, allez, j'ai envie de dire, bio, peut-être utilisés. Bio, agriculture raisonnée. D'accord. Après, on n'est pas. Ce qu'il faut, c'est que l'enveloppe du grain ne contienne pas de pesticides, puisque le pesticide détruit également les bactéries du microbiote intestinal. Et on évitera de prendre ça effectivement au petit déjeuner, c'est pas recommandé. Nathalie Genet, merci beaucoup. Et puis on retiendra de vos éléments et de cette discussion que les céréales, d'une manière générale pour l'alimentation, c'est très bien. L'orge au petit déjeuner, en soupe, dans des préparations, c'est une très bonne chose. Et on le voit, après tout, il faut savoir varier son alimentation pour aussi varier les plaisirs. Exactement, c'est toujours dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie. Et nous, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour continuer à parler des producteurs de semences dans la région de Reims. À tout à l'heure.